Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec une pépite, l'entreprise Septéo, et une très belle et incroyable aventure entrepreneuriale. J'accueille son président, Hugues Galambrin. Bonjour Hugues. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Jobs. Grand entretien à la fois pour parler avec vous aujourd'hui, parce que vous faites du software et vous avez grossi, et on va en parler, et parler d'IA évidemment, parce que l'IA est là, bien présent. Mais d'abord, quelques mots sur vous, parce que c'est aussi l'intérêt d'un grand entretien. Quand on regarde l'évolution de notre entreprise, d'abord, vous venez de Montpellier, vous êtes un des plus gros employeurs du bassin, si j'ai bien lu. L'entreprise a grossi, vous êtes aussi un homme passionné de sport. Vous dites que ça vous colle à la peau, mais le club de rugby de Palavas, entre autres, parce que vous floquez du handball, du volleyball, et vous êtes très impliqué dans le sport. Juste une question personnelle, le sport, en quoi le sport vous a aidé à construire? Je sais que vous êtes un sportif et un judoka ceinture noire. En quoi le sport vous a aidé à structurer l'entrepreneur que vous êtes? Il me faudrait beaucoup plus qu'une émission pour vous expliquer ça, parce que c'est quasi philosophique. Je pense d'ailleurs qu'on ne fait pas assez de sport de façon générale dans le monde éducatif. Et je pense qu'être bien dans sa tête et dans son corps, c'est un élément fondamental pour être à l'aise sur le plan professionnel, quelle que soit la mission qui est la sienne. Alors moi, il se trouve qu'en plus, je suis judoka à la base. Alors j'ai fait à peu près beaucoup de sports collectifs par ailleurs. Et c'est important d'ailleurs d'allier le sport collectif et le sport individuel. Et le judo, en plus, c'est autre chose. Le judo, ce sont des valeurs, beaucoup de respect pour la performance et respect pour le maître, respect pour l'intelligence que revêt d'ailleurs le prof, parce que le judo c'est aussi l'art de la souplesse. Voilà, donc c'est presque un sport éducatif. Le judo d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont au judo au départ pour des raisons éducatives et beaucoup qui s'arrêtent vite, malheureusement, parce que c'est un sport qui est très difficile, physiquement extrêmement exigeant. Mais je pense, pour répondre de façon définitive à votre question, pas définitive, mais je ferme le banc sur cette première question, ouais. C'est le sport est essentiel. Le sport est essentiel. Pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. Pour être bien dans son corps, il faut être bien avec soi-même. Le sport vous apporte ça. Et beaucoup de modestie aussi, parce que dans le sport, on gagne, et c'est formidable, l'excitation et on perd beaucoup. Il faut apprendre les échecs. Et il faut apprendre à se relever. D'ailleurs, vous noterez que le judo, on vous apprend d'abord à chuter. Chuter, exact. Voilà. Et la chute en judo, si vous regardez une chute avant un judo, c'est une chute où on se relève tout de suite. On est debout. Donc voilà pourquoi le sport est, de mon point de vue, un exercice. Toutes les métaphores d'un sport dans la réussite d'une entreprise. 3167 collaborateurs, peut-être que j'en oublie quelques-uns parce que vous grossissez très vite. C'est une entreprise qui fait du logiciel software. En un mot, est-ce que vous imaginiez que Septéo allait arriver là, et vous n'êtes pas en train de vous arrêter et de freiner, vous êtes encore en train d'accélérer à l'international, on y reviendra. Quand vous regardez dans le rétro, vous dites on a fait un boulot de dingue? Non, on se dit jamais ça, parce qu'en fait on le vit au quotidien, donc on voit toujours plus haut. Donc en fait, on voit toujours ce qu'il nous faut faire demain et rarement ce qu'on a fait hier. Et je pense d'ailleurs que ce que je dis là vaut pour 95% des entrepreneurs de France. Ils regardent devant, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, actuellement, on dans la période aujourd'hui, qui est quand même une période un peu compliquée pour les entrepreneurs, où quand même on a l'impression, quand on est entrepreneur, qu'on a piqué dans la caisse. Il n'y a pas plus optimiste qu'un entrepreneur. Si vous n'êtes pas optimiste et que vous êtes entrepreneur, il y a un problème. Vous n'y arrivez pas. Donc c'est pour ça que quand vous dites on a fait un travail de dingue, non, on a fait notre travail. On l'a sans doute à peu près bien fait pour en être là, mais en aucun cas on regarde tellement derrière soi. On va parler du déploiement d'IA, de votre stratégie IA, tant vers les collaborateurs, parce que 3167 collaborateurs avec des pays, la Tunisie, l'international, on y reviendra, avec aussi la stratégie d'intégrer l'IA dans le software, ça c'est une nouvelle étape. Quand même sur le plan humain, moi je vous ai entendu sur le Big faire une petite conférence d'une dizaine de minutes, où vous disiez des choses, et nous on est une émission RH, je veux pas de silo, je veux pas de verticalité, je veux quelque chose de très horizontal, je veux des managers engagés, je veux créer une sorte de quoi ?
de dynamique positive. C'est pas exactement les mots que vous utilisez, mais c'était ça l'idée. Ça vous écheville au corps, cette stratégie-là. Jeune entreprise, horizontalité, autonomie. Est-ce que c'est ça un peu la philosophie de Septéo? Oui. Oui, on peut dire ça. En fait, il y a 3 mots qui caractérisent un petit peu la politique RH de Septéo. La première, c'est la responsabilité. On pourrait en parler longuement sur la notion de qu'est-ce que la responsabilité. Mais la notion de responsabilité est très forte. Donc, pour donner de la responsabilité à chacun de ses collaborateurs, il faut quand même leur laisser de l'espace. Et il ne faut pas non plus leur mettre une hiérarchie insupportable au-dessus, parce qu'ils ne comprennent plus du tout le sens de leur mission. Donc, la responsabilité est un élément important. Le deuxième élément qui est tout aussi important, c'est la performance. Parce que la responsabilité va de pair avec la performance. Si vous demandez à un collaborateur d'être responsable, mais il n'a pas de performance à sortir, la responsabilité n'a aucun enjeu. Oui, quand on vient au sport. Mais c'est les 3 critères que je vais vous exprimer là sont des critères que vous pouvez appliquer à tous les sports collectifs. Et pas que collectifs d'ailleurs, individuels également. Et le 3e élément, c'est le plaisir. Parce que si vous êtes responsable, vous allez prendre du plaisir et vous allez avoir de la performance. Si vous êtes performant, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Si vous avez pris du plaisir, vous allez devenir responsable, etc. C'est le cercle vertueux de la performance dans l'entreprise. Et ce cercle vertueux de la performance d'entreprise, il est défait par les liens hiérarchiques, par les silos qu'on crée partout dans les entreprises dès qu'elles grandissent. Mais nous aussi, on est confrontés à ces problématiques-là. C'est-à-dire, en grossissant, vous êtes confrontés systématiquement aux silos et aux strates hiérarchiques. Et je passe mon temps à essayer de casser ces silos et à casser ces strates hiérarchiques. Vous avez décidé de prendre la parole, de vous exprimer là dans les médias et un peu partout, parce que vous dites Septéo, c'est très bien, ça vivait un peu en vase clos dans le département, non pas de l'Hérault, mais de Montpellier. Là, on sort de l'ombre, et vous sortez de l'ombre aussi pour expliquer que, en plus du software, de vos logiciels qui sont un peu dans notre vie quotidienne, vous dites que quand on se marie, vous êtes beaucoup dans les logiciels de notaire, d'avocat, donc un peu le quotidien des Français, sans savoir que Septéo est derrière. Vous dites, on va aussi lancer un déploiement de formation IA. Pourquoi vous accélérez sur ce sujet? C'est le moment? Vous y croyez? En fait, il y a toujours 2 jambes dans l'IA. Il y a la jambe interne et la jambe externe pour les entreprises comme les nôtres, qui sont des entreprises de la technologie. C'est les entreprises du software qui sont obligées d'intégrer dans leurs produits des nouvelles technologies tout le temps, tous les jours. Et l'IA arrivant, forcément, l'ensemble de nos professionnels vont travailler de façon très différente. Et nous, on est des acteurs de la transformation de la vie économique française. D'ailleurs, je ferai une discussion. Le deuxième élément, c'est comment, effectivement, on utilise l'IA en interne, mais on utilise pour dire, c'est pas une techno tout à fait comme les autres, l'IA. C'est une techno qui disrupte beaucoup et qui va donner beaucoup de force à lui-même, mais qui va donner des compétences et qui va obliger à des compétences différentes. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Si, c'est très clair. On va avoir besoin d'humains. C'est-à-dire encore plus humains. Voilà. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de techno dans les entreprises. On a besoin d'être doué d'émotions. Mais accompagné d'un outil qui peut être l'IA. Les outils, effectivement, seront à leur place. Et les outils seront sans doute beaucoup plus performants demain avec l'IA. Mais on aura besoin encore plus de la transpiration d'humanité dans le corps de chacun d'entre nous. Donc cette espèce d'équilibre, et malgré tout, vous l'implémentez en interne, ça c'est une volonté, et c'est évident. Il y a quand même l'enjeu international. Quand on parle de software et de logiciel, l'inconscient collectif se dit, c'est des boîtes américaines. Septéo, c'est une entreprise française, mais c'est intéressant de valoriser aussi l'entrepreneuriat français sur ces sujets. Parce qu'il y a une telle mainmise de l'Inde, de la Chine, des États-Unis. Parce on passe souvent LLM, bien qu'on ait Mistral en français, mais on passe souvent LLM. Alors LLM, c'est vrai que c'est beaucoup américain, chinois, un peu français, du coup, un peu européen. Mais on ne pense pas à la façon dont l'IA va se projeter dans la vie de tous les jours, notamment dans le B2B. Et qui va transformer l'ensemble de ces métiers dans la vie professionnelle? Ce sont des acteurs du software. Et ça, je crois qu'en France, on passe complètement à côté. Alors, on fait très attention à nos industries de l'armement, normal, et on a bien raison. Surtout en ce moment. On fait très attention à nos industries dans la santé, et on a bien raison, parfait. Mais l'enjeu de demain,
c'est la data. Et c'est la transformation digitale de la vie de la nation. Et ça, on passe complètement à travers. Ce sont des boîtes du logiciel, des boîtes de software qui font la différence. Est-ce que vous êtes capable de me citer des grandes entreprises du software françaises ? Personne n'en cite une. Alors, vous êtes capable de citer Mistral, de 3 ou 4 startups ici ou là. Bon, c'est très bien, il en faut des startups. Citez-moi les 3 ou 5 plus grandes entreprises du software françaises. Septéo, mais mais il y en a d'autres. Voilà, et donc je ne suis pas là pour, je suis pas la porte-voix de mes collègues et de mes confrères, mais c'est le parent pauvre, alors même que sur le plan stratégique, tout va se passer dans le software demain matin. Et l'IA va être portée par des acteurs français du software. Parce que l'IA sera aussi intégrée dans le software. Bien sûr. Et c'est ces boîtes du software qui vont transformer le monde de demain. La vie économique française, dans chacun des métiers, alors nous, dans nos verticaux, effectivement, on va transformer avec des IA, mais Dassault Systèmes dans son domaine, Cegid dans son domaine, et d'autres, là je vous ai cité quelques grands acteurs du software aussi en français, mais chacun dans son domaine va transformer évidemment en apportant des solutions d'IA. Mais vous, le dirigeant que vous êtes, donc qui pensait d'abord l'optimisme et qui pensait loin, qui pensait devant, c'est quoi la R&D qu'on déploie? Parce qu'il y a quand même énormément d'investissements en software déjà en R&D de base, mais en plus en IA, il faut encore plus apporter des solutions et travailler. Je pense que vous êtes dessus. Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est à la fois des outils, à la fois des compétences, de la formation. C'est aussi souvent des briques technologiques. On achète pas mal de briques technologiques pour apprendre à fonctionner différemment. Parce que, vous savez, je crois que c'est Schweitzer chez Renault, quand il avait lancé, alors je peux me tromper, donc j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois que c'est lui qui avait lancé Dacia. Et je me rappelle d'une phrase qu'il avait dit. Marc Roumen. Il avait dit, en fait, je ne pouvais pas le lancer chez Renault. Parce qu'en fait, le modèle était tellement différent, il avait fallu que je c'est lui, c'est Schweitzer. Voilà, il avait dit, il faut que je fasse un laboratoire à côté. Je ne sais pas si ça marchera ou si ça ne marchera pas, mais il faut que ce soit complètement différent. Et ça, là, ça a marché, on ne se rappelle que des succès d'ailleurs. C'est comme pour Tesla, qui n'est pas créé par General Motors. Bien sûr. Donc en fait, il faut absolument, qu'est-ce qu'on fait? On déploie des labs à côté, et parce que d'abord il faut aussi qu'on continue à fonctionner parce qu'on a des tas de clients, on a beaucoup de clients, donc il faut que les clients continuent à avoir leur et en parallèle. Mais parallèlement et à côté, il faut qu'on réfléchisse différemment et qu'on s'organise différemment. Donc en fait, il faut acheter toutes ces briques et c'est logique de penser différentes propres à l'IA. Avant de nous quitter. Encore une fois, vous évoquiez l'optimisme, ça me fait penser à un sondage PwC pour les Échos là, qui est sorti il y a un an, où effectivement on voyait que les entrepreneurs étaient optimistes, hormis le contexte un peu incertain de budget et de débat politique. Comment vous vous projetez dans l'avenir là? Parce qu'on est dans un tournant technologique, dans une révolution technologique avec beaucoup d'incertitudes. Comment vous vous projetez et comment vous projetez les 3167 collaborateurs de Septéo? L'optimisme en tant que tel n'est ni une vertu ni pas une vertu. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est en fait très intéressant dans le virage qu'on est en train de vivre, c'est justement l'excitation d'être acteur d'une transformation sociétale fondamentale. Et je le disais hier, je recevais un prix de la lettre M à Montpellier, vous voyez, et en fait, à leur métal, je disais, avant-hier, il y a mon fils qui est en 4e qui me parle du XVIe siècle. Il avait une leçon d'histoire. Je lui dis, l'histoire, ça ne s'apprend pas, ça se comprend. Et on comprend les transformations de la vie en comprenant l'histoire. C'est toujours un environnement. Je pense qu'on ne comprend pas le XVIe, XVIIIe siècle, cette période de 16-18. Si on n'a pas compris. Si on n'a pas compris qu'on avait découvert l'Amérique et qu'on avait découvert l'imprimerie en même temps, d'où la réforme, etc. Et on ne comprendra pas le monde qui arrive si on n'a pas compris que Internet est arrivé en 2000, qu'on a créé des gigantesques data centers et que l'IA est arrivée là derrière. Et que ce monde qui s'ouvre va être totalement transformé par ces inventions qui sont des inventions qui sont de nature non pas techno, évidemment technologique à la base, mais sociétale. Sociétale, parfaitement d'accord. Merci beaucoup, Hugues Galambrin, d'avoir fait un détour par le studio de Smart Job. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Président de Septéo, une très belle entreprise, une pépite et aussi une aventure entrepreneuriale humaine avec toutes vos équipes qu'on salue. Merci de nous avoir rendu visite et à très très bientôt. Merci. On tourne une page, on s'intéresse à notre invité et c'est tout de suite, c'est le livre de Smart Job.